Deuxième partie, le combat d'Enzo. 2058, un foyer inespéré. Peu de souvenirs rejaillissaient de l'enfance d'Enzo. Pourtant, en discutant avec Pierre, en fouillant profondément dans sa mémoire, des bribes lui revinrent. Pierre lui confia la complicité de Jeanne, la maman de Pauline, et Agathe, sa propre mère. Il lui exposa comment la vie les avait séparés, leur traçant deux routes distinctes. Elles avaient, au tout début, tenté de combiner leurs directions, mais le fossé s'élargissant devint peu à peu infranchissable. Ce fameux week-end en 2001, Agathe, son mari Jean et le petit Enzo, âgé de 5 ans, passaient la fin de semaine chez les parents de Pauline, pas encore de ce monde, Jeanne et Pierre. Pierre ému dévoile. « Tu sais, Jeanne et Agathe ne se voyaient plus si souvent, et elles étaient excitées comme des collégiennes quand elles se retrouvaient. Elles se redécouvraient, physiquement d'abord. Tu connais les femmes. T'as changé de coiffure. Oh, j'adore ton sac à main. Il est super mignon ton pull. » Puis elles passaient des heures à ressasser leurs souvenirs d'école. Enzo, sur son lit d'hôpital, face à lui, boit ces paroles. Nous, les hommes, on en profitait pour faire un tour de jardin, parler bricolage et boulot. Si je me souviens bien, toi tu galopais. J'ai le souvenir d'un petit gars, comment dire, fougueux, assez agité. Oui, vous pourriez même me qualifier d'hyperactif, comme il disait à l'époque. Ça m'a longtemps suivi, avoua Enzo. Et finalement, ça a créé l'un des premiers points de tension entre nous. Je peux te le dire maintenant, mais te voir courir partout dans la maison, toucher à tout, casser une ou deux bricoles, courser le chien, le chat pour leur faire on ne sait quelle misère, ça nous rendait fous. Et tes parents ne se rendaient compte de rien. Ils regrettaient juste que nous n'ayons pas de DVD à te proposer. Mais nous étions sans enfants, nous évitions la télé, et de surcroît nous recevions des amis. Tu ne t'occupais pas très bien tout seul. Tu avais par contre une vivacité impressionnante et de l'intelligence à revendre, en plus d'être un mignon petit bonhomme. Ce week-end-là, la météo était tellement mauvaise que nous n'avons pas pu mettre le nez dehors. Je revois encore Agathe frigorifiée et Jeanne lui prêtant tous les pulls possibles. Il ne faisait pas si froid que ça, c'était l'humidité. Tes parents découvraient notre mode de vie. On n'a jamais su réellement, mais je crois qu'il ne leur correspondait pas du tout. Oui, ça, je peux bien vous le confirmer, il y a prescription. Même si mes souvenirs sont minces, qu'est-ce que j'en ai entendu parler du week-end chez les écolos, comme ils disaient. C'était devenu leur anecdote favorite à raconter entre amis. Puis ça c'est assez, confirme Enzo en souriant. C'est en fait beaucoup plus tard, quand maman et Jeanne se sont revues, que cette histoire a ressurgi. Dans ma petite tête d'enfant, vous étiez des gens bizarres. Vous refusiez le mode de vie total confort pour vous restreindre, mais pourquoi ? C'est longtemps resté un mystère pour moi, jusqu'à ce que l'évidence me frappe de plein fouet. Le monde entier ne pouvait effectivement pas vivre à l'image de mes parents. Il fallait un équilibre, une moyenne. Alors si eux surfaient sur le haut de la vague bien-être, luxe et frivolité, il fallait bien qu'en contrepartie, des gens souffrent avec rien et moins encore. Au fur et à mesure que cette pensée grandissait en moi, elle m'est devenue insupportable. Je refusais d'appartenir aux nantis en regardant les miséreux agoniser, ou pire en détournant le regard. Pour en revenir à ce fameux week-end, ils avaient effectivement eu froid pendant 2 jours. On était loin des 24 degrés de la maison. Maman craignait tellement que je m'enrhume ou encore que je contracte une pneumonie. Il n'était pas non plus habitué à ce que vous cuisiniez. En riant, il colportait. C'était pas mauvais, mais 2 jours dans l'année, ça suffit comme punition et vive les côtes de bœuf frites. Vos toilettes sèches étaient une abomination à leurs yeux, le comble du dégradant. Et puis votre discours les avait achevés. Ils n'en pouvaient plus d'entendre parler environnement. Eux préféraient les discussions légères sur les vacances au bout du monde, le prochain achat de voiture, des commentaires sur la dernière série télé à la mode, ou des débats profonds sur la politique, sur les crises financières. Oh, c'est vrai qu'on savait être lourd, pouf Pierre. Mais ça occupait nos esprits jour et nuit. Nous étions inlassablement en quête de nouvelles idées, de bonne volonté. Sans doute cherchait-on maladroitement à convaincre les gens, mais
L'immobilisme ambiant nous paraissait tellement absurde qu'on le combattait à notre façon. Voilà comment ces deux amies se sont petit à petit éloignées. Elles se sont revues une fois 6 ou 7 ans plus tard. Cette entrevue a fini d'enfoncer le clou. Elles se sont mutuellement perdues ensuite. Ça, je m'en souviens bien. On avait eu une terrible conversation à table sur l'environnement où papa m'avait suggéré d'abandonner tout le confort que je possédais. Mais que pouvais-je faire? J'étais déjà dépendante de tous ces gadgets et je n'étais encore qu'un enfant. Maman ébranlée a voulu revoir sa copine écolo. On n'a jamais trop su au final ce qu'elle s'était dit. Maman, très fermée en rentrant à la maison ce jour-là, avait juste donné comme commentaire qu'elle ne supportait pas les extrémistes. Elle ne se rendait pas compte qu'elle en était une elle-même. Oui, Jeanne, au retour, était elle aussi très sombre, pestant contre le laxisme, la complaisance dans laquelle se débattaient tes parents, confirme Pierre. Elle avait fait une émission de radio, je crois, peu de temps avant, demande Enzo. Oui, on était souvent en conférence et une radio avait souhaité interviewer Jeanne, émission qui avait généré de nombreuses retombées positives. Les 2 semaines qui ont suivi, le téléphone et le net ne nous ont laissé aucun répit. La porte s'efface devant une Pauline curieuse de palper l'ambiance entre les 2 hommes. « Alors, tu as fini ton service, ma chérie ?» s'informe Pierre. « Pas tout à fait encore, mais comme je passais devant la chambre, je suis venu voir comment vous sympathisiez. »« Eh bien, tu vois, on vient de se dire nos 4 vérités. J'ai révélé à Enzo le misérable fripon qu'il était. »« Oh, c'était pas un scoop, se défend Enzo en riant. »« Et lui vient de m'apprendre pour quels affreux rétrogrades nous passions. »« Oh, il a osé !» s'écrie Pauline en fronçant les sourcils. « Ceci dit, il ne t'a rien appris non plus, poursuit-elle, le regard malicieux. Et on parlait de l'émission de radio de Jeanne. On avait été assez étonnés de l'impact et ça nous avait vraiment fait chaud au cœur de recueillir tous ces témoignages, ces idées, toutes les suggestions. Malheureusement, ça n'aura pas été suffisant, soupire Pauline. Ceux qui ne voulaient pas entendre n'entendaient guère plus après. Maman comptait parmi ceux qui étaient vaguement inquiets à l'écoute du peu d'informations qui filtraient des médias, face visible de l'iceberg. Ce qu'on lui demandait, les changements d'habitude, la renonciation à certains conforts, la réflexion quant à son mode de vie, anéantissait son début de motivation devant l'insurmontable. Et elle a décidé d'occulter nos propres angoisses d'enfant pour continuer sa vie. Pas la nôtre, sa vie, répète Enzo, le menton tremblant. Pauline, pensive, ajoute. Comme toute mère, elle avait à cœur que vous soyez bien, matériellement en tout cas. Elle a juste fait le mauvais choix, celui du court terme. Enzo hoche la tête, sans répondre. Pauline enchaîne. Bon, je termine mon service dans 1h30, et je vous propose qu'on rentre tous ensemble à la maison, si vous acceptez toujours notre offre. Franchement, elle est inespérée, et je vous en suis infiniment reconnaissant à tous les 2. Je rassemble mes quelques effets et je vous attends. Je ne bouge pas d'ici. Moi, j'ai une course à faire en ville, décrète Pierre. Je te laisse te préparer et on se donne rendez-vous vers 17h30 ici, tous les 3. Lorsque 2 heures plus tard, la petite voiture de Pauline gravit l'allée cabossée de la maison, Enzo est envahi de curiosité. En quittant le petit hôpital de campagne où Pauline le soignait si bien, il se sent un enfant, dépendant, ayant perdu ses repères, et docilement il suit Pierre et Pauline. Il cherche désespérément dans ses souvenirs à reconnaître le bâtiment, mais le temps passé, les changements, son jeune âge de l'époque rendent cette résurgence impossible. Alors il décortique, observe son nouveau domicile. Il remarque la haie épaisse, fournie et épineuse qui encercle le terrain. À son interrogation, Pauline expose les agressions récurrentes, le vandalisme gratuit, le vol de nourriture. Le jardin se complaît dans son état sauvage. L'herbe haute envahit chaque espace. Aucun arbre, hormis quelques haies hirsutes pour donner du relief. Les arbres fruitiers les plus vulnérables ont mal surmonté le réchauffement, la sécheresse, les pollutions atmosphériques, la disparition des abeilles. Sur le côté, dans le potager, près des pieds de poireaux fébriles, les carottes s'efforcent de puiser les éléments indispensables à leur croissance.
Heureusement, les toilettes sèches et le compost qu'elles produisent garantissent un niveau de production. Au sentiment d'abandon du carré de plantation, Pauline précise qu'il ne doit pas trop attirer l'œil, alors il laisse des herbes hautes le masquer. Il ne s'occupe de leurs légumes qu'à la nuit tombée. L'allée, autrefois goudronnée, craquelle avec des nids de poules qui rendent sa traversée chaotique. Des plantes sauvages prennent possession des lieux. La maison, un bloc solide, bien ancré sur son terrain, affiche un bardage de bois vieilli, dont le temps a emporté la couleur. Les grandes ouvertures qui la rendaient lumineuse et vivante à une époque ont été maçonnées de pierre pour les unes, couvertes de grilles pour les deux autres. L'illusion d'un blocos n'est pas loin. Sur le toit, quelques tuiles brisées, une clôture barbelée protégeant des panneaux solaires thermiques et photovoltaïques témoigne du ressentiment d'envieux, commente Pauline sans émoi. Elle s'extrait de la voiture, ouvre une porte de garage coulissante, puis elle gare le véhicule à l'abri de la convoitise et des intempéries, à côté de sa vieille bicyclette qu'elle utilise quotidiennement pour aller travailler. Pendant qu'elle verrouille soigneusement le portail, les deux hommes visitent déjà les lieux. Le sous-sol, à l'exception de l'entrée du garage, est totalement enterré pour renforcer l'isolation et la sécurité. Une partie est consacrée à la conservation des fruits, des légumes. À l'étage, Enzo découvre un espace aménagé chichement. Ce qui avait dû être autrefois un bon canapé douillet offre désormais une assise défoncée. Les coussins tachés font tristounet. En face, une télévision surannée trône sur une table en bois noir et écaillé. 2 fauteuils, guère en meilleur état, complètent le mobilier. La cuisine attenante est propre, mais demande sa retraite, couleur passée autour des poignets, une porte retirée révélant les assiettes ébréchées sur l'étagère. La table centrale, bancale, parée d'une nappe de fortune, s'entoure de 4 chaises en bois, 2 autres sont alignées le long d'une cloison. Les peintures des murs et du plafond s'effritent, des ampoules nues pendent, des bougies s'étalent sur la table et le buffet. Enzo parcourt des yeux son nouveau décor sans commentaire. Pauline, un peu mal à l'aise, se tord les mains et risque... On entretient du mieux que l'on peut, mais on ne trouve plus de matériaux, vous savez. Ah ça pour sûr, on ne trouve plus rien. C'est pour ça que je me demandais comment vous arriviez à tout conserver dans cet état. J'ai eu l'occasion de visiter pas mal de maisons qui étaient franchement en décrépitude en comparaison. Vous trouvez ? Pauline rayonne, visiblement soulagée de la critique de son hôte. Et encore, ça manque d'un homme fort ici maintenant, intervint Pierre d'un ton bourru. Je ne peux plus monter sur le toit à mon âge. Il serait bien temps de ramoner et de réparer quelques tuiles. Je crois que vous avez trouvé votre homme, Pierre, annonce solennellement Enzo. Le bricolage n'a plus beaucoup de secrets pour moi et je serais ravie de me rendre utile. Extra! Bon, on verra ça plus tard quand vous serez bien reposé, coupe une Pauline maternante. Pour l'heure, je vous montre vos appartements. Tandis que Pierre s'enfonce dans son fauteuil, Pauline entraîne Enzo vers une porte entr'ouverte au bout du salon. Si ça vous convient, présente-t-elle en désignant le grand lit où les draps propres et bien tirés invitent à la quiétude. Enzo s'avance, son sac à la main, le pose au sol et se retourne. « Mais c'est sensationnel, inespéré !» s'exclame-t-il en contemplant le petit bureau sous la fenêtre et sa commode. « Ravi que ça vous plaise. On termine la visite et vous aurez le temps de prendre vos quartiers avant le dîner. » Pauline l'attire ensuite vers un couloir. Sa chambre, celle de toujours, est à droite, très sobre. Un lit, un bureau et un placard. Un cadre au mur dépeint une femme lui ressemblant vaguement, mais d'époque différente. « C'est ma mère », murmure Pauline en suivant le regard d'Enzo. Il se rapproche et examine la femme souriant à l'objectif. Une 30aine d'années, des cheveux longs, bouclés, une robe fleurie, des yeux doux et rieurs. Elle prend une pause et lève un bras amical à l'objectif. En arrière-plan, la maison. Aucun doute n'est permis, c'est bien la même et si dissemblable à la fois. De grands arbres dominent le parc. La campagne s'étale à perte de vue, en lieu et place des cabanes qui fleurissent partout désormais. Enzo se retourne vers Pauline. « Vous avez la même expression, la même douceur. » Pauline le conduit déjà vers la pièce voisine. « Ici, c'est la chambre et le bureau de papa. » Un lit,
Un grand bureau et des étagères couvertes de piles de documents constituent l'ameublement. Un ordinateur portable fermé traîne sur la table. Quand on a du courant et la connexion, papa passe encore du temps sur Internet, mais le réseau est devenu complexe. Alors je l'entends souvent s'énerver. Il vous appellera peut-être à l'aide. Oui, volontiers. Là aussi, je me débrouille. Et à côté, toilette sèche et salle de bain. Enzo pénètre dans la salle d'eau. La faïence, choisie sobrement en blanc, n'a pas vieilli, mais contraste avec les joints noircis autour d'une baignoire jaunie. 2 vasques encastrés dans un marbre opaque font face à un miroir piqué. Celle de droite est ébréchée. S'emparant des 2 mains d'une maîtresse de maison flattée et rougissante, « Votre maison me semble bien agréable, chère Pauline, et je vous renouvelle mes remerciements pour m'y accueillir de si bon cœur. »« Ce n'est rien, voyons. Je vous laisse vous installer et vous détendre. Je vais préparer le dîner. » Pauline a organisé un petit festin pour l'arrivée de leur hôte. Elle sort les quelques gardons mitonnés provenant de leur petit bassin et en guise d'accompagnement des pommes de terre et des petits pois du potager. En entrée, elle a assaisonné une salade de tomates. La fermière lui a vendu un de ses fromages et pour le dessert, un flan cuit de ce matin les attend. Le dîner s'écoule dans la sérénité. Pierre et Pauline apprécient la présence d'un nouveau convive qui vient distraire leur tête-à-tête. « Je dois reconnaître qu'il y a longtemps que je n'avais pas si bien mangé, » avoue Enzo en reposant sa cuillère sur la table. « Merci. »« Tu verras, on ne mange pas de la sorte tous les jours, mais notre Pauline marie incroyablement les quelques ingrédients qu'elle déniche et nous en fait des merveilles. »« Je fais avec ce que j'ai, » se défend modestement Pauline. « Avec ce que veut bien me donner le jardin, ou la fermière, et selon les caprices du soleil. Pour cuire, ça compte. » Il est loin le temps où on mangeait indifféremment des tomates toute l'année et des fraises à Noël, remarque Enzo. Eh oui, les temps changent. Par contre, mes enfants, vous m'excuserez, mais mon grand âge me rappelle qu'il est temps d'aller reposer mes vieux os. Bonne nuit. Bonne nuit, répondent de concert Pauline et Enzo. Pauline se lève à son tour et entreprend de débarrasser la table, secondée par Enzo qui empile assiettes et couverts sales. À l'instant où il commence à les laver, Pauline n'essaie surtout pas de le dissuader, au contraire. « Et en plus, je vais avoir de l'aide, » s'amuse-t-elle. « Ah, pour sûr, manquerait plus que je me fasse servir. Les corvées à 2 se font quand même beaucoup mieux. »« Une infusion pour digérer ?» suggère Pauline, reconnaissante, en sortant de mug. « Oui, volontiers. » Pauline pose une casserole d'eau sur un petit réchaud à bois artisanal, puis se met à essuyer la vaisselle qu'elle range méthodiquement. Ils viennent rapidement à bout de leur besogne. « Tisane à la menthe du jardin !» annonce Pauline en versant l'eau fumante sur les feuilles séchées au fond des tasses. « J'adore !» Pauline apporte le plateau sur la petite table du salon et s'installe confortablement sur les coussins du canapé. Enzo s'assoit dans le fauteuil face à elle. « Et maintenant, Enzo, j'aimerais que tu me racontes ta vie. Qu'as-tu fait toutes ces années ? » Oh, c'est une longue histoire. Pas toujours très drôle, mais si telle est ta volonté,